Bienvenue tout le monde, bienvenue dans le concept La vie de dev. C'est un concept que j'ai voulu lancer sur ma chaîne pour montrer en fait différents profils de développeurs, montrer en fait vraiment tout le panel qu'offre ce métier. Et donc notre premier invité, Johan Code, que vous pourrez aussi retrouver sur YouTube également. Et Yes. donc je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Johan? Alors, merci Romain déjà pour l'invitation. Et merci, du coup, c'était super intéressant le premier échange qu'on a fait sur ma chaîne. Mais Ouais, ouais, pour répondre à ta question, c'est Johan Leroc. Je suis développeur full stack. Ça fait 13 ans que j'exerce ce métier et ça fait 10 ans que je fais du freelancing. Et donc, j'aide les gens à, à faire le même métier que le mien, à s'améliorer aussi d'un point de vue technique, d'un point de vue business. Et donc, j'ai une chaîne YouTube où je partage tout mon savoir, que ça soit sur le front-end, le full stack, sur le freelancing et à la fois aussi sur LinkedIn. ok, super. Bon. Déjà un bon senior quoi, avec toutes ces années d'expérience. Oui, un T'as vieux, dû j'ai voir, 35 ans, faut préciser. tu dû voir passer, pas mal de trucs. Et du coup, la Ouais, j'en première ai vu. question que je vais te poser, c'est comment tu t'es intéressé au développement? Du coup, vu que ça fait déjà, 15 ans, donc tu as commencé vers Ouais. 20 ans. Est-ce que tu t'es intéressé est-ce que tu faisais déjà du dev avant ça? Ou tu as commencé à 20 ans et après tu t'es jamais arrêté? Non, moi j'ai été très longtemps un gros geek, donc l'informatique, OK. j'adorais ça. Donc moi, ça a commencé, très tôt, on va dire les consoles et on va dire après, monter mes propres ordis, et jouer aux jeux vidéo, tu vois? Donc c'était plus de la bidouille, du bricolage que je faisais et j'aimais bien aussi, tu vois, genre essayer de trouver un moyen d'enlever les mots de passe, quand mon père il me bloquait mon ordi, tu vois? Donc c'était plus, de la bidouille au début Ouais. et il faut savoir que moi je baigne dans l'informatique depuis tout petit parce que mon père, était infographiste et mon oncle était développeur et ils ont toujours été en télétravail, ils ont eu aussi une société et là ils sont encore en activité, donc ils iront bientôt à la retraite dans 5 ou 6 ans. Donc ils ont fait toute leur, enfin depuis que ça existe en fait l'informatique, ils en font. Donc moi j'ai eu des ordinateurs, même Mmh. des premiers Mac, avant même qu'il y ait Tu macOS 10, c'était les vieilles versions de macOS 4, 5, 6. as Ça été un des ressemblait à premiers rien. mecs en France à avoir internet, ça se trouve? Ah bah avec mon père c'est sûr. Dès que ça existait, il a sauté dessus. Donc moi j'étais peut-être pas encore né parce que je sais plus Ouais. exactement la sortie d'internet, mais si j'étais né, mais j'étais très petit. Donc enfin, il avait le Minitel en fait avant ça, donc voilà, donc ça a commencé comme ça et donc j'ai pris goût, à l'informatique, mais sauf que, il y a eu une période où l'adolescence, je me cherchais un peu, je savais pas exactement ce que je voulais faire et je me rappelle que quand j'avais fait des études, même au lycée, heu, faire une école d'informatique au début, et faire des études pour nous amener en école d'informatique, c'était pas non plus, super répandu, tu vois? Genre, Mmh. on nous disait, il fallait absolument faire un bac S, partir en école d'ingé. Il y avait moins de choix qu'aujourd'hui, tu vois? Et donc moi, ce que j'avais fait, c'est j'étais parti dans un bac STI, électrotech, tu vois? Parce que j'étais pas assez bon en maths et on m'avait dit, «Tu jamais à faire ce métier-là si t'es pas bon en maths». Alors que c'est complètement faux, c'est bullshit. C'est le conseiller d'orientation qui te dit ça alors qu'il a jamais fait d'informatique et qu'il savait même pas ce que c'était. Donc j'avais redoublé ma seconde pour, juste être meilleur en maths et aller en S. En fait, j'ai quand même été en STI. Donc, Ah donc tu as gros fait la fail. le redoublement pour rien, quoi? Ouais, exactement. Du coup, ça m'a frustré, j'ai un peu, tryhard les jeux vidéo OK. pendant un peu trop longtemps et à un moment donné, en fait, j'ai eu le déclic, tu vois? Où je me suis dit: «Allez, faut que j'arrête de jouer et que je code», tu vois? C'est vraiment ça que j'aime. Et vers quel âge? Heu, En gros, je faisais, quelques petits scripts, parce que mon oncle, me challengeait un peu là-dessus. Donc c'était, des petits scripts en VB, au Mmh. tout début. Donc là, j'avais, ouais, peut-être 18 piges, donc j'ai commencé assez tard. J'ai OK. des potes qui ont commencé, bien plus tôt et après, arrivé en BTS, je me demandais si j'allais continuer en dev parce que j'étais pas super bon. Parce qu'en fait, j'avais juste pas trouvé le truc qui me plaisait et ça, c'était un peu le problème et c'est ce que je dis aux gens: trouvez déjà quelque chose qui vous plaît avant de tryhard parce que c'est beaucoup plus facile de Mmh. Ouais, tryhard c'est quand clair. on a un truc qu'on aime et en fait, au fil de l'eau, j'ai découvert, le front-end OK. et les animations, faire des trucs super stylés et vu que mon frère était designer, ouais, laisse tomber, là, ça m'a juste, on va dire propulsé, dans l'envie de tryhard de ce truc-là, tu vois? OK. J'aime pas trop non plus le creative web development, c'est quand même une niche assez spécifique de développeur front-end. Moi, j'aimais bien quand même faire des trucs
qui soit stylé, mais qui soit quand même au niveau du fonctionnel business. Tu Ouais, ça arrive à quelque chose quand même, quoi. Non. vois. Ouais, c'est ça. Pas Faire juste juste de la des effets pour déco. faire des effets, Ouais. ça me fait pas non plus marrer de Ok. fou, quoi. Ok. Donc voilà. Ok. Ouais, du coup, est-ce que tu as plus appris, en fait, tout ce que là, quand tu t'es dit, ok, maintenant je vais partir dans le front-end, est-ce que c'est parce que derrière ça, tu avais un projet qui t'a amené à partir dans le front-end, ou c'est juste, tu as testé tout un tas de choses, et au bout d'un moment, tu es arrivé sur un framework front que tu aimais bien, React ou je sais pas, et Bah en fait, au tout début, le premier truc que j'avais fait, je sais pas si tu connais Dreamweaver, je crois que c'était Dreamweaver, c'est la suite Adobe. ouais, de nom. C'était en fait pour faire tes sites en Visivig, et à l'époque, j'avais fait un site sur Dragon Ball, je sais plus, c'était un truc où je listais les personnages, leur histoire, etc. Et j'avais fait ça avec Dreamweaver, et en fait, j'étais assez frustré parce que le Visivig, je trouvais ça cool, parce que Ouais. quand tu connais pas, t'as l'impression d'aller plus vite. Mais C'est quoi, j'étais c'est un peu comme du frustré. Webflow, en mode tu mets des cases un Ouais, c'était peu. l'ancêtre de Webflow. Ok. En gros, tu faisais en gros ton background, tu le découpais, il y avait des sections que tu découpais dans Dreamweaver, quoi, tu faisais des carrés, et tu rendais les zones cliquables. En fait, ça te faisait juste Ok. des divs, quoi, tu vois. Tu pouvais changer quand même le code derrière, mais c'était, on va dire, très limité, et souvent, tu avais des bugs, quoi. Hmm. Donc, je pense qu'il fallait vraiment bien maîtriser l'outil pour pouvoir vraiment avoir un truc quali. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai commencé avec ça. Je me suis dit, ouais, c'est super frustrant. Je commençais à voir des trucs qui commençaient à être assez stylés. Donc là, faut se dire aussi qu'à cette période-là, les animations, ça n'existait pas vraiment. Tu vois, genre, c'était c'était Déjà, vraiment. si t'arrivais à afficher un truc, c'était déjà pas mal. Bah, ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que, enfin, il n'y avait pas vraiment de trucs pour faire de l'anime. Tu vois, genre Ouais, ok, et en ouais. plus, Hmm. les machines n'étaient pas du tout prêtes pour ça, Ouais. quoi. Avec l'engine dans le browser pour faire tourner du JavaScript. Donc tu pouvais faire des petits trucs sympas, ok, en CSS, quoi, mais c'était très limité. C'était même pas de la CSS3, quoi. Hmm. Donc voilà, après j'ai pris goût parce que mon père faisait de l'infographie et mon frère il faisait de l'élu, et après il a fait aussi un peu de web design, mais lui ça arrivait un peu plus tard, il a 2 ans de moins que moi. Mais du coup je me suis vite, je pense, imprégné de leur envie, de leur créa, Ok. et moi avec l'appétence tech, parce que j'adore la tech, de convertir ce qu'ils faisaient en quelque chose d'utilisable. Tu Ah ouais, ok. vois. C'était vraiment Ouais, ça. bah, ok, bah, du coup, bon début, dans le sens où ouais, c'est pas venu d'un coup, quoi. T'as cherché un peu avant Ouais, ouais, quand même. Ouais, de mais faire des il y trucs. a quand même une phase où je me suis posé la question de est-ce que j'allais faire du dev ou pas, parce que en Ah oui, cours, j'ai jamais été très bon en cours jusqu'à arriver en alternance, tu vois. ok. Avant l'alternance, tant qu'en fait j'avais pas les mains dans le cambouis, l'école, c'est toujours un truc qui a été compliqué pour moi, de rester attentif de bout en bout à l'école, ou de se donner une rigueur pour travailler les cours le soir, c'était un enfer. Parce que je ne trouvais pas la motivation ou Hmm. l'objectif derrière cet effort, tu vois. Parce que du coup, Et à cette époque-là, tu savais pas encore trop si tu voulais faire dev ou pas, et du coup, t'avais pas la déter de le soir en rentrant, aller apprendre à faire un peu plus que ce que ouais, tu c'est voyais en ça. cours. Enfin, Ouais, c'est très surtout bien. que tu sais que t'es étudiant, t'as tes potes qui jouent aux jeux Ouais, vidéo, qui vont faire du sport ok. ou de la musique. Donc moi, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo et de musique. Mhm. On va dire que la passion à l'époque, c'était plus la musique et les jeux vidéo que le dev. Sauf que ça s'est vite renversé à partir du moment où j'ai commencé à travailler, en fait. Ok. Je pense que même ce qui a failli me faire arrêter complètement les études, c'est la fac. Parce que j'ai fait le BTS, donc là, ça m'a conforté dans l'idée que bon, j'étais bon en réseau, mais j'étais mauvais en dev, mais je savais que je voulais pas faire du réseau. Ok. Pour des raisons je connaissais des gens qui avaient déjà de l'avance par rapport à moi et qui faisaient des trucs pas très passionnants. Ok. Donc après, maintenant, ça a changé. Maintenant, ils font des trucs bien plus passionnants. Mais j'avais pas envie de passer par cette étape-là, de brancher, débrancher des câbles à longueur de journée. Et ça s'est confirmé après quand j'étais en ESN. J'en ai vu des pauvres collègues avoir des boulots ingrats, tu vois, genre pendant 2-3 ans, alors que voilà, tu fais des études d'ingé, t'aimerais bien avoir des trucs Hmm. un peu plus carrés. Donc il y avait toujours un peu ce doute jusqu'en BTS parce que j'avais la moyenne pile, quoi, tu vois, genre en dev, mais on faisait des trucs que j'aimais pas, tu vois, genre PHP, Java, ok, le C, j'aimais bien, mais j'étais pas assez bon. Et je me disais, bah en fait, si le dev c'est que ça, ouais, c'est vrai que ça va peut-être me saouler.
Et à la fac, en fait, bah, c'était trop théorique. Enfin, c'était beaucoup, surtout de maths. Mmh. Et ça, c'est les trucs que j'aimais pas. Et quand j'ai après été au McDo, j'ai fait 1 an au McDo, je veux dire que ça m'a calmé. Je me suis dit: «Non, non, j'ai fait du maraîchage pendant mon adolescence, beaucoup. Là, j'ai fait le McDo, c'est mort. En fait, non, je préfère faire de l'informatique», tu vois? Donc C'est plus tranquille. ouais, non, ouais, clairement, quand on te met un coup de pied aux fesses parce que le mec, il a pas compris que c'était des frites que la cliente, elle voulait et que j'avais bien entendu, tu as envie de te dire: «Ouais, non, j'ai pas envie de travailler dans ce OK. dans ce milieu-là», tu vois? Tu sais, tu es en train de servir le client, tu te prends un coup de pied aux fesses, tu te dis: «Non, on est dans un délire là. Je Et du je coup vais là arrêter ça». et du coup là, tu te dis: «OK, donc faut que je refasse dev» et Ouais, non, et là, clairement. tu as commencé à travailler direct après ça, en dev? Ouais, j'ai trouvé en fait une alternance. En fait, j'avais un prêt étudiant en fait. J'ai fait un prêt étudiant après Mmh mon mh. mon bac pour faire des études et du coup, j'ai logé, pas à côté de chez mes parents, donc assez loin. J'étais Mmh. obligé d'avoir un appart, donc je finançais tout, études, bouffe, loyer, avec ce prêt étudiant et j'avais un peu un compte à rebours sur la tête. Donc OK. là, arrivé en licence, quand j'ai redoublé, déjà, je perdais 1 an. Je commençais après à rembourser mon prêt étudiant alors que j'étais encore en études. C'est un peu le truc, je me Ah ouais, disais: «J'ai pas le droit». ça l'a pas delay d'1 En an, fait, ouais, j'avais 5 ans avant que le Ah ouais, le OK. prêt, commence à se rembourser. Donc, au début, en fait, ce que tu fais, généralement, quand tu payes un prêt étudiant, c'est que tu payes les frais, en fait, Mmh. l'assurance et les taux d'intérêt. Et au bout de 5 ans, parce que si c'est un prêt que tu as fait sur 5 ans, tu commences à rembourser, mais encore sur 5 ans. Donc c'est en général, 10 ans. Donc quand tu as OK. signé, tu te le traînes le truc pendant 10 ans. Ouais. Du coup, il faut te dire, OK, donc il faut pas que je crame trop au début, parce que le cash, tu l'as sur ton compte en banque. Ouais. Surtout quand tu as jamais eu, tu vois, genre 15 C'est 000 balles, tu te dis: «Bon, tu vas tout mettre en boîte et puis après moi je ça m'a quand même pas empêché d'acheter mon matos de musique à plus de 2 000 balles avec ça cash». Bon, ça je regrette pas, hein, je l'ai toujours d'ailleurs. ouais. Voilà, petite guitare derrière. Hem, mais ouais, je me suis bien marré, mais le problème, c'est que le cash s'effondrait assez vite. Donc là, je me suis retrouvé à arrêter la fac parce que je voyais que c'était mort. C'était mort, j'étais vraiment dans la sauce. Et là, j'ai fait: «Bon, ouais, j'ai pas le choix, je vais aller travailler au McDo pour, limiter la casse», tu vois? Sauf que, OK. bah, horaire de merde, contrat de 20 heures, avec des magouilles pour les horaires, donc du coup, tu finissais tard, mais tu commençais quand même tôt le lendemain, donc tu avais même pas 12 heures de repos, par moment, hein. C'était pas tout le temps comme ça, mais ça arrivait. Ouais. Donc ouais, tu te dis: «Ouais, en fait, non, j'ai pas envie de rester là-dedans, faut que je trouve une alternance», tu vois? Ça, Oui. c'était vraiment le truc, c'était ma seule option pour pas me retrouver dans la merde, parce que je savais que j'avais perdu 1 an sur les 5 ans. OK. Heu, donc là, j'ai creusé, j'ai cherché, j'ai vu que l'ENI à Nantes, proposait, du coup, de l'alternance à l'époque en dev et c'était, l'école la plus proche à l'époque. Moi, j'étais à Brest, donc j'ai fait mes études de BTS à Lorient, je suis retourné à Brest pour la licence et bah, l'école la plus proche était Nantes. Donc je me suis dit: «OK, je passe pas les concours, mais les entretiens et je fais tu avais des tests, quand même d'entrée». Mmh. Donc là, j'ai été pris, mais sauf que j'avais fait ceux de réseau, parce que j'étais toujours pas sûr de vouloir faire du dev et j'ai changé d'avis, au dernier moment, donc en fait, j'ai refait les tests, donc en dev, donc j'ai été pris, en fait, aussi en dev et là, je me suis dit: «Allez go, c'est le seul moyen, si je fais l'alternance, autant tester». Je sentais qu'au fond de moi, c'était ça que je voulais faire et donc par contre, ils m'ont dit: «OK, faut trouver une boîte et dès que tu as trouvé une boîte, tu peux commencer quand tu veux dans l'année». En fait, il y avait, 3 ou Ah 5 OK. rentrées Mmh. différentes dans l'année, parce qu'en fait, c'est, des gens à la fois en reconversion ou des gens qui faisaient des cycles normales, en OK, fait, d'accord. Mmh. études, comme moi. Et donc du coup, tu avais des fois des classes juste de jeunes, vingtenaires. Des fois, tu avais des trentenaires, quarantenaires, et en fait, moi, j'étais dans une rentrée un peu décalée avec plein d'autres potes où, bah, en fait, moi, j'avais toujours des gens différents à chaque fois que j'arrive en cours dans ma classe. Donc ça m'a OK. permis aussi de voir beaucoup de monde et de me projeter un peu plus facilement aussi. Quand tu es toujours avec le même cercle, c'est plus compliqué de Mmh. se faire une idée et en fait, là, le problème, c'était de trouver une entreprise, quoi. Ouais. L'alternance n'était pas enfin, si courant qu'aujourd'hui. OK. Donc, j'avais, une personne, côté de la famille de ma femme qui était employée dans une boîte aux Champs-Élysées à Paris et donc j'avais passé des entretiens là-bas. En plus, la galère,
le train, retard de 3 heures ou 4 heures. J'avais pris de l'avance, mais genre, du coup, j'ai Voilà, quand ça même. servait à rien. Ouais, L'avance, non, là, elle mais était anéantie. non, mais c'est ça. Donc, en fait, il aurait fallu que je vienne la veille. Donc, en fait, heureusement, je connaissais la personne dans la boîte. Du coup, il m'a fait Oui. décaler l'entretien. Donc, j'ai passé un entretien. Moi, j'ai trouvé que c'était horrible, mais eux, ils étaient contents de ce que j'avais fait. Mmh. Donc, j'étais pris. Mais là, c'était un peu le dilemme. Genre, j'ai une école à Nantes, OK. mais mais j'ai un Ouais. appartement à Paris à prendre, tu vois, Pas à pour côté, bosser. quoi. Du coup, avec un SMIC, parce que Ouais. c'était, et encore, c'était même pas un SMIC, c'était genre un pourcentage du SMIC la première année, Mmh. jusqu'à troisième année d'alternance. Là, tu as 100% du SMIC. Mmh. Et donc là, ça représentait 950 euros par mois. Donc, enfin, c'était pas possible d'avoir 2 logements dans deux grosses villes où t'as personne pour te loger. Donc, j'ai refusé. Et dans la foulée, j'ai trouvé une opportunité à Nantes d'une société de service. J'ai OK. passé les entretiens, c'est passé. Donc, j'avais quand même envoyé pas mal de CV, j'avais fait pas mal de demandes. Et le fait d'avoir eu un collègue qui avait été pris en alternance dans cette boîte-là aussi, ça m'a permis aussi d'avoir un entretien plus vite. Mmh. Et là, ils m'ont pris et c'est bon, j'ai commencé cash, instant. La rentrée, c'était genre une semaine. Mon contrat et ma rentrée, c'était une semaine après avoir signé. Donc autant OK. te dire que j'arrivais à Nantes, j'avais pas d'appartement. Du coup, j'étais dans la voiture entre Brest et Nantes avec mes affaires de déménagement. Pour arriver sur Nantes, j'avais pas encore de logement. J'avais demandé à mon oncle qui habitait à Cholet d'aller à Nantes, de me trouver un logement. Il m'a trouvé un logement. Ouais. J'avais tout dans la voiture. Ils m'ont dit merci, au revoir, ils sont repartis. Et en fait, j'étais dans un appartement insalubre, pas d'électricité, pas de frigo. Ah Et j'ai ouais, vécu putain, pendant 3 semaines sur un matelas à même le sol qui avait pris la moisissure. Donc, tu pas en commencé de la connaissant meilleure des rien, les manières. gars. Ouais, j'avoue. Et en plus, j'avais pas pris au bon endroit l'appart parce que j'avais des trajets de fou à faire. J'avais pas de permis à l'époque. Donc, je me tapais de la marche jusqu'à un tram pour faire tout le tour de la ville. Et après, me retaper encore pas mal de marches. Donc, j'avais 1 heure d'aller et 1 heure de retour tous les jours pour aller au boulot. Mais j'étais Ouais. content parce que du coup, j'avais fait le plus gros, tu vois. Ouais. Et après, Donc t'as je pu changer regrette quand même pas. rapidement? Ouais, j'ai changé au bout de 6-7 mois d'appart. Ouais. OK. Mais c'était quand même la S, quoi. Donc voilà, le petit Et du coup, parcours. là, tu commences ton alternance et est-ce que ça te plaît? L'alternance, sur le coup, moi j'étais. Enfin, rien que le fait d'avoir un ordi qui t'est dédié, tu vois, genre quand t'as jamais connu ça, Ouais. t'as connu que les coups de pied au cul au McDo. Donc forcément, quand on te donne un ordi, qu'on te dit bah, que t'as des trucs intéressants à faire, forcément, bah, là c'est juste trop bien. Donc c'était vraiment encore un moment où je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était les problématiques d'entreprise dans des groupes où tu peux travailler pour par exemple des EDF, des Airbus. Donc c'était une société de service qui avait un pôle de développement où on était une dizaine de devs et en fait il y avait différents clients en fait où on gérait leurs projets, dont un chef de projet. Et moi en alternance, je faisais des outils en interne. Plus, je travaillais sur certaines fonctionnalités aussi pour des outils en fait de ces clients-là. Donc, ce qui était intéressant, c'est que je touchais surtout majoritairement à du .NET, du C#, et je OK. faisais pas mal de bases de données. Mmh. Donc, j'ai fait du client lourd, du client léger, pas mal de bases de données et de data service, data transfer service. Je crois que c'est DTS ou SSIS, on appelait ça. C'était des services pour t'interconnecter sur plusieurs topologies de bases de données et faire des migrations. Donc, tu faisais des espèces de workflow. Ça ressemble un peu à Zapier, tu vois, genre tu fais des Mmh. briques OK. où à l'intérieur tu mets des scripts et ça te permet par exemple de lancer une routine qui va exécuter bah, ce workload et derrière ça va exécuter des tâches pour transférer des données par exemple d'une base Sage ou une base Access vers une base SQL ou inversement. Tu OK. vois. Mmh. Et donc ma première année c'était littéralement 90% que de SQL, de migrer fait des données de vieux outils pour les convertir dans des données exploitables dans une nouvelle base sur laquelle après je construis une app full stack par-dessus pour faire du tooling interne. Donc en Ah gros donc c'était tu ça. sorti de ce truc, t'étais étais OP niveau SQL là? Niveau SQL, j'ai pris cher et j'ai appris pas mal de choses, parce que c'était super intéressant. Et je me suis rendu compte que c'est pas ça que je préférais faire, mais j'ai trouvé que c'était quand même une bonne entrée en matière, tu vois. Mmh. D'autant plus que ça me permettait de comprendre comment interconnecter des outils qui ne peuvent pas être interconnectés de base, comment migrer des données, en fait, tu vois, genre les trucs tout bêtes.
et de voir aussi que certains outils, comment ils fonctionnent à l'intérieur. Parce que Ouais, OK. ils utilisaient des outils, par exemple, pour la gestion du parc automobile et de la partie personnelle, en fait, pour gérer les créneaux, les temps horaires, pour quel client ils travaillent, etc. Et en fait, les voitures étaient gérées de la même manière que les personnes. Donc en fait, dans la même table, tu avais des users, enfin des personnes physiques, et des voitures. Et donc du coup, il a fallu que je trouve des, Ah putain, le des bordel! systèmes pour faire le tri de manière programmatique lorsque je migrais les données, parce que tu te Ouais, retrouves avec des j'imagine pas personnages la gueule de la qui... classe qui représente la Ouais, table. non, mais en fait, c'est là que tu te dis, les mecs, ils ont Chose. fait ça avec les fesses. Ouais, exactement. Je sais plus ce que c'était un truc genre ressources, ou enfin, donc en fait, tout était ressources. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, ok, j'ai une table, la migration, c'est pas juste je prends telle table, je la fous dans une autre table sur une autre base qui a rien à voir, Ouais. mais je copie juste les données. Non, je sais que j'ai des données qui sont à tel endroit, j'ai un schéma tout neuf, tout beau, tout propre que j'ai fait. Comment j'extirpe ces Mmh. données complètement fuckées, comment je les trie et je les réinjecte au Ouais. bon Mmh. endroit en serrant les fesses, parce que quand il y avait un truc qui marchait pas, il fallait trouver où ça avait pété, parce que des fois, tu avais juste le fait de ne pas avoir géré un cas, parce que tu connais pas comment est géré le logiciel de l'autre côté. Si Mmh. par exemple la personne elle avait rentré un autre champ avec des données complètement what the fuck, Ah ouais. Mmh. tu pouvais complètement péter ton workflow. Donc en fait, au fur et à mesure, tu mettais un petit peu du Chatterton sur les briques que tu avais fait. Mais voilà, c'était ça ma première expérience. Et c'était super intéressant. Mais aujourd'hui, j'aurais pas envie de faire ça. Pour autant. Et après du coup, une fois que tu avais les pieds dans le milieu, ça a été quoi après les échelons que tu as gravis, derrière? Ouais, alors là, du coup, j'ai été sous-fifre alternant pendant 3 ans. Ouais. OK. Ça m'a pas empêché de faire mon auto-entreprise à mon avant-dernière année En même d'alternance. temps? Ouais, donc j'ai créé Et mon là, auto-entreprise et j'avais tu faisais signé quoi juste dedans? un petit client one shot. Et en fait, je faisais un peu d'applicatifs, genre c'était avec du .NET, l'ASP.NET, MVC 3, je crois à l'époque, c'était une techno que je trouvais super cool. Maintenant, elle est toujours cool, mais je préfère faire autre chose. Et donc j'avais commencé à faire, tu vois, genre un petit contrat à droite à gauche. Donc OK. c'était rien de spécial, je me vendais à 200 € jour à l'époque. Mmh. Et une fois que j'ai été diplômé, après j'ai directement passé mes entretiens pour aller chez Smart Ad Server. Donc j'ai fait 3 ans dans une boîte de service sur du .NET. Et j'ai OK. postulé dans une boîte à Nantes qui avait son siège à Paris et qui avait des bureaux un peu partout dans le monde, qui était assez gros déjà à l'époque, qui était un ad server en fait. En gros, ils mettaient en relation des gens qui proposent des encarts publicitaires et des personnes qui publient justement des publicités sur ces encarts. Et c'était un moteur en fait qui mettait en relation avec des algorithmes, du targeting, un peu comme fait Facebook et Mmh. plein d'autres gros concurrents. Et en fait, moi je faisais après du développement sur la partie front en full stack, hein. C'était vraiment, j'avais une brique de l'éditeur logiciel sur lequel je travaillais avec d'autres personnes. Et le but, c'était de rajouter des fonctionnalités et d'interagir avec les équipes data, etc. Et ce qui permettait aux utilisateurs d'avoir des analyses un peu plus profondes de leur pub, comment ça se passait. Donc c'était super intéressant. Ah bah, ouais, ouais, ça se voit. Et en plus, l'avantage, c'est que tu vois, genre, je passais de alternant à salarié. Première expérience, déjà, je plus que doubler mon salaire, tu vois. J'étais en OK. fois 2,2, un truc comme ça, tu vois. Genre, tu te dis, ok, c'est pas du pétrole, tu vois. Là, Et du tu jour au lendemain, tu te dis, et ça fait du bien. Et surtout que quand t'as un prêt étudiant, je sais plus combien c'était que je remboursais, mais c'était quasiment 300 balles par mois. 300 balles par mois, tu le sens Ouais. quand t'as un SMIC, quoi, tu vois. Et à côté de ça, tu avais toujours ton auto-entreprise ou, tu avais lâché l'affaire, J'avais un peu lâché l'affaire. Tu vois, genre, ça a duré 1 an parce que j'étais en train de tryhard plus le boulot que j'avais eu. Mmh. Plus ce qui était cool, c'est que tu vois, il m'avait filé un MacBook. En fait, t'arrivais dans la boîte, t'avais un package déjà avec un salaire qui était pas dégueu. Donc j'avais galéré hein, déjà sur les entretiens parce qu'à la base, ils prenaient que des ingés. J'étais le seul pelé à pas être ingé qui avait été pris. À la base, ils avaient pas pris mon CV, tu vois. Genre, OK. j'étais passé par une boîte qui m'avait placé, qui avait placé mon CV chez eux, un recruteur. Et en fait, ils avaient vu que j'avais fait l'ENI, même si c'était un bac+5, c'était pas école d'ingé, ils voulaient pas. Ils prenaient que des gens Ouais. des mines. Donc là, maintenant, c'est IMT Atlantique.
de je sais, Polytech et d'autres Ouais. d'autres grosses boîtes. Et donc moi, c'était mort. Et en fait, ils ont fait passer des entretiens, ils voyaient que les gens, ça fitait pas. Et donc au bout d'un moment, moi, j'étais un peu La dernière roue du la dernière carrosse. cartouche, quoi. Ouais, exactement. Et ça, je l'ai su qu'après, tu vois, genre, ça fait un peu mal à l'ego. Bah, en Les fait, mecs au qui sont final, arrivés au bout de la pile de CV. Bon, il reste lui. c'est un peu ça. Oh, bon, allez, go, quoi. Pas école d'ingé, bon, allez, on va essayer quand même. Mais en fait, ça s'est super bien passé en entretien technique parce que j'avais tellement tryhard pendant mon alternance parce que j'avais envie de pas être nul, en fait, juste court, Mmh. et que j'aimais, et que je pense que j'avais déjà ça en moi d'essayer de faire des choses à côté, Mmh. que à partir de ce moment-là, je commençais déjà à avoir une bonne appétence et des bons skills dans ce que j'aime faire, tu vois, genre le OK. front-end. C'est là, je pense, où je me suis le plus démarqué, tu vois, parce que j'avais un niveau average, je pense, Mmh. sur tout ce qui était vraiment programmation objet, les design patterns et tout, je devais être dans la moyenne. Mais là où OK. je me démarquais plus, c'était sur le JavaScript, le CSS, l'intégration et faire des trucs assez stylés et qui ont des interactions, tu vois. Parce que je faisais ça tous les soirs chez moi pour me marrer, quoi. Mmh. Et Ah oui, donc, donc là, à côté, toi, quand même, de ton côté, tu avais quand même commencé à bosser ouais, un ouais. peu. OK. À partir du moment où j'ai commencé à goûter en entreprise, vraiment à la vraie vie, quoi, je Mmh. me suis dit, mais en fait, on peut faire des trucs trop cool. Et moi, en fait, chez moi, j'ai essayé d'améliorer les outils que je faisais en interne pour la boîte sur laquelle je travaillais. Mmh. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et en fait, le fait de voir que les gens, ils font, waouh, c'est trop bien ce que tu as fait, du coup, ça m'a donné encore plus envie de tryhard le truc. Et c'était un cercle vicieux. Et après, mon frère, qui, lui, il exerçait déjà, il avait fait un BTS. Il était déjà dans le monde du travail. Il travaillait pour une agence qui s'appelait Yellowcake à Brest, qui avait pas mal le vent en poupe et qui travaillait pour des gros groupes. Et donc, moi, je voyais ça, j'étais là, putain, faut que je travaille avec des mecs qui font ça, tu vois. Donc, mon but, c'était vraiment après cette expérience-là, de me dire, je trouve un autre boulot en salarié, tu vois. J'étais vraiment du CDI encore une fois, Mmh. tu vois. Mais que j'aille dans une agence où, putain, c'est trop bien, Ah je ouais. fais des interfaces pour la Xbox, pour de la télé, ou, enfin, tu vois, genre des interfaces de télé. Il y avait une boîte qui s'appelait Yuka, je crois, à Paris ou à Nantes, qui faisait des trucs vraiment super stylés et qui travaillait pour Microsoft, Ubisoft et tout ça. Et moi, mon idée, c'était vraiment de faire des sites, des apps à destination de ces boîtes-là. OK. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais des demandes en freelance, parce que Mmh. sur LinkedIn, j'avais eu quelques demandes. J'avais déjà mon profil LinkedIn, sauf qu'à l'époque, il n'y avait personne dessus, pas grand monde posté. Donc rien que le fait d'avoir juste fait une belle photo, une bonne description, et juste de partager de temps en temps un post à droite à gauche, ça permettait directement d'avoir des opportunités. Et même quand tu faisais rien, tu avais des gens qui venaient te chercher. OK. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a un mec qui a besoin, je vais lui faire son truc, parce que le soir, de toute façon, je code. Et au bout d'un an ou deux, là, je commence à me faire, ok, là, ça commence vraiment à, même si je suis à 200 € au jour, que je tryhard, tu vois, je fais plus de salaire, pas juste avec l'AE, la Mmh. micro-entreprise, plus que le salariat, tu vois. Je me dis, bon, là, il y a un moment donné, je suis un peu con, je travaille tout le temps, il faut que j'arrête les bêtises, quoi. Et OK. donc, il y a un moment donné où j'ai dit, allez, c'est bon, je lâche tout. Et j'ai tout lâché, en plus au moment où, tu vois, j'avais mes enfants qui arrivaient, quoi. OK. Donc, tête brûlée, quoi. Et là, j'avais pas de clients. Ah, tu pas de Genre, client? OK. ouais, non, non, en fait, j'ai dit, j'arrête le CDI. Genre, j'en ai rien à faire. J'ai pas envie d'attendre le préavis, ça me saoule. Mais par contre, faut que je trouve quelque chose après, quoi, tu vois. C'était vraiment ça. Et tu resté Donc, combien de temps, du coup, sans tu mis longtemps à trouver, du coup? non, non, j'ai mis, en vrai, j'ai mis peut-être 2 semaines. Ah ouais, ça Mais va. ça a été le bazar parce que ça s'est pas passé comme prévu, l'accouchement. Donc, du coup, il y avait eu des petits Ah ouais, soucis. tu as eu tout en même temps, là. J'ai tout en même temps. Donc, il y avait ma mère à la maison, plus ma femme, du coup, qui récupérait. Et les enfants, du coup, enfin, mon fils et ma fille à gérer. Donc, c'était un peu compliqué, un peu tête brûlée, mais ça a quand même passé, en fait, hein. Je pense que le marché, en plus, à cette période-là, était assez facile. Mmh. Dans le sens où, voilà, le développeur, c'était un métier assez répandu, mais quand même pas autant qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mmh. J'ai pas les chiffres, tu vois, genre aujourd'hui, la comparaison 10 ans en arrière. Mais, ouais. En tout cas, j'aurais refait pareil, je pense. OK. Et donc là, tu te lances en freelance et direct, donc tu attends 2 semaines, tu as ta mission et depuis, ça s'est jamais Ouais. arrêté, quoi?
Ouais, jamais. Si, il y a eu une fois où ça s'est arrêté. J'avais commencé, à travailler pour un client et en fait, je commençais à en avoir marre du projet. J'étais vraiment en mode tryhard et le produit me plaisait pas, tu vois? Toi, Mmh. tu kiffes ce que tu fais niveau techno, mais il y a un moment donné, tu trouves pas intéressant la partie business, tu vois? Mmh. Donc moi, il faut qu'il y ait les 2. Enfin, je suis un peu une princesse Ouais. et il Mmh. faut que j'aime la partie technique, mais il faut aussi que j'aime le produit sur lequel je travaille et Ouais, j'aime OK. bien le montrer. Sauf que là, il y avait toute la partie que j'aimais faire qui n'était pas présente sur ce projet-là. Donc je faisais que des trucs que j'aimais moyen et au bout de 6 mois, j'ai prévenu quand même avant mon client, mais je lui faisais comprendre, voilà, enfin, je commence à saturer, quoi. Faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, on avait trouvé quelqu'un à onboarder et du jour au lendemain, j'ai dit: «Non, voilà, je peux vraiment plus, enfin, OK, on arrête là». Enfin, du jour au lendemain, tu une personne qui peut reprendre, j'arrête, quoi. Et là, j'ai arrêté pile poil au milieu des vacances, je crois. Donc tout le monde était en vacances. Et donc du coup, bah, là, tu es en mode, moi, je vais retrouver Il y a plus en 2 personne? semaines, comme pour les autres Ouais. fois, tu vois? Genre, je l'ai fait tellement de fois, où en fait, je prenais soin de mon réseau, mais là, je m'étais un peu endormi sur une mission longue. OK. J'avais arrêté de faire de la prospection, de faire du réseau et en plus pile poil au mauvais moment et là, bah, tu te dis: «OK, bah, il y a personne, comment je fais?» Bah, je suis obligé d'attendre en fait, 1 mois ou 2 quoi. Donc ça, c'est vraiment chiant. J'ai pas Ouais. envie de faire ça parce que déjà, j'ai pas énormément de réserves et les vacances forcées, c'est pas terrible. Donc je me suis dit: «Allez, il faut que je trouve un moyen, n'importe lequel, pour que, je trouve une mission». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des messages à tout le monde, qui répondent ou pas. Donc là, j'étais en mode prospection du jour au lendemain, hardcore. Je sais même pas si, il y avait des quotas à l'époque, mais j'aurais pu les péter. Et là, même attendre une semaine, c'était insoutenable. Donc, je sais plus combien de temps j'ai attendu, mais je crois que j'ai attendu 3 semaines parce que je voulais en plus une mission qui me plaise. C'est ça le problème. C'est pas Mmh. que j'avais pas de mission, c'est que j'avais pas de mission qui OK, me ouais. plaisait. Mmh. Donc, j'avais forcément des bonnes réponses, mais à chaque fois, il y avait un truc qui me plaisait pas. Et au final, je trouvais pas mon bonheur, donc je suis allé sur le groupe des start-upers français, sur Facebook. Et j'ai posté, genre un truc genre, «Je cherche, je suis spécialisé en ci, en ça, je fais ci, je fais ça» et j'avais fait un lien vers mon portfolio. Le post, il a duré 30 secondes. Il s'est fait direct, supprimer parce que Strike! c'était pas dans les ouais, Ah c'était pas ouais. dans les conventions, enfin dans les critères en Ouais. fait, pour, poster. Heu et du coup, je crois que je m'étais même fait ban, mais sauf que pendant les 30 secondes, ça a suffi pour me faire voir par un client Ah qui m'a ouais! contacté après sur Facebook: «Oh, j'ai vu ton post, d'ailleurs il a été supprimé». Du coup, j'ai eu le temps de t'ajouter sur Facebook, genre 30 secondes, sans déconner. Wouah! Et le gars, j'ai travaillé pour lui après pendant 3 4 mois, c'était du Angular, c'était super cool, c'était une app, pour, un Uber mais pour les VTC et services OK. ambulatoires. Donc j'ai fait ça avec du Angular, je me suis bien marré, du Ionic et heu et donc bah, en fait, j'étais plus ou moins obligé de prendre cette mission-là, même si Angular, ça me plaisait pas plus que ça. Je commençais déjà à faire pas mal de React à l'époque. Mmh. Bah, comme j'avais pas le choix, j'ai pris cette mission-là et j'étais quand même bien content d'avoir celle-là. C'était la moins pourrie de toutes celles que j'avais eues et voilà, c'était un peu la course, tu vois? Genre, dès que tu finissais un projet pour une startup de quelques mois, te dire: «Allez, bah, c'est reparti, il faut que je me relance dans la recherche». Et si tu avais le malheur de tomber sur la mauvaise période, par exemple les vacances, et que tu avais pas fait ce travail-là en amont, bah, c'était fini, tu étais obligé de prendre une mission qui était pas terrible et ça, je me suis dit: «Il faut que j'arrête de faire ça». Et du coup, est-ce que C'est c'était là un peu une où période stressante? Genre en mode où, du coup, tu savais que tu avais du taf pendant 3 mois, mais après du coup, à chaque fois quand il te restait 1 mois, tu étais en mode: «Punaise, faut vite que je retrouve un truc, parce que sinon, ouais, c'est la ouais, merde». c'est exactement ça. Bah, c'était exactement ça, cercle vicieux, non-stop et c'est là où je me suis dit: «OK, bah, maintenant, faut que je fasse plus de réseautage», tu vois? Je continue OK. d'aller contacter des gens, de leur parler. Je montrais ce que je faisais, mais à l'époque, c'était pas sur LinkedIn, c'était vraiment sur mon portfolio. Je j'hésitais pas à mettre à jour mes références Mmh. et rien que le fait de faire ça, ça suffisait à trouver des missions bien plus intéressantes avant même qu'elles soient diffusées sur LinkedIn ou sur les réseaux et c'est ce que je préconise aux gens de faire aujourd'hui, tu vois? Mais OK. en version plus agressive parce qu'il y a quand même de plus en plus de monde. Mais ça, Mmh. faut l'avoir compris avant. Heu, Ça, tu peux pas à moins d'avoir vraiment struggle pendant plusieurs mois à trouver une mission,
tu peux pas savoir en fait à quel point c'est chiant en fait de trouver une mission qui correspond à tes critères. Parce que C'est un enfer. tu faisais de la régie ou tu faisais du forfait? Les 2, Les les 2, 2. OK. Bah, typiquement, j'ai eu des missions forfait. Souvent, j'essayais de privilégier les petits trucs parce que forfait sur des gros trucs, c'est trop chaud quand tu es tout seul. Mmh. Il faut savoir vraiment, bien découper ton app, estimer tout sans sous-estimer, sans non plus Ouais. surestimer, sinon tu perds le client. Donc souvent, ce qui se passe quand tu es au tout début, quand tu fais du forfait, c'est que tu as tendance à sous-estimer, mais sauf que tu te rajoutes une charge et le risque sur ta tête. Parce que quand tu es Mmh. en forfait, le client, il s'en fout en fait de savoir combien d'heures tu as passé sur le truc. Ce qu'il veut, c'est il te paye au résultat, Mmh. contrairement à la régie. Donc moi, je faisais des missions au forfait de 1-2 mois max, et sauf que j'essayais de splitter en plusieurs fonctionnalités, tu vois? Je faisais plusieurs itérations, Mmh. avec toujours 30 d'acompte au début et 100 à la fin. Et après, tant que possible, je privilégiais les missions en régie pour qu'en fait le risque soit du côté du Ouais. client, où en fait tu passes du temps, on te rémunère pour le temps que tu as passé, et en parallèle, je faisais du forfait, en parallèle de la régie, le soir et le week-end, tu OK. vois? OK. Donc tu aimais pas, ouais, donc dans tous les cas, fallait que ton emploi du temps, il soit complet, genre, journée, soir et Ouais. week-end. Bah, en fait, je à chaque fois, je dis non, mais en fait, quoi que je fasse, je travaille tout le temps. J'arrive à me rajouter toujours quelque chose. Donc, je pense que c'est juste viscéral chez moi. Ouais, OK. Mais non, c'est même pas que je veux qu'un emploi du temps soit rempli, c'est que j'aime pas rien faire, et quand tu commences à comprendre que, bah, le temps, c'est de l'argent, tu as envie d'en Mmh. faire plus et que tu peux en Mmh. faire plus, bah, tu tires sur la corde, tu vois? Ouais. Et c'est là qu'il faut faire gaffe. Moi, ça a posé, bah, tu vois, genre des problèmes au niveau de ma famille parce que, Ouais. C'est bah, tu délaisses, les gens, que tu aimes, tu vois? mmh. Et ça, faut faire gaffe. Donc maintenant, on a trouvé un équilibre depuis plusieurs années. C'est beaucoup plus simple. Mais si tu fais pas ça, tu tombes soit en burn-out, soit tu te dégoûtes de ce que tu fais, et soit tu te fais larguer, tu vois? Genre, parce que, Ouais. les gens que tu aimes, n'aiment pas, rester tout seul, tu vois? Bah, ça se comprend aussi. Faut arriver à faire le juste milieu, quoi. Faut arriver à Ouais. faire le juste milieu, Mais et c'est du coup, important je surtout, d'être bien ouais. accompagné aussi. Oui, bah, forcément, si faut trouver quelqu'un qui soit en accord avec, Ouais. ton ambition à toi aussi, parce que sinon, bah, si tu avec quelqu'un qui te tire vers le bas et qui n'accepte pas ce que tu veux faire, en fait, bah, là, ouais, c'est sûr que toi, tu vas te sentir mal parce que tu vas être tiraillé entre les 2 côtés et au final, tu Ouais. vas être, bien nulle part, quoi. Exactement. Mais c'est comme toi, tu vois? Genre, tu peux tryhard le boulot parce que tu sais que ta copine, elle tryhard aussi ses Ouais, études. ouais, voilà. Donc là, il y a pas trop de problème. Moi, ma femme, elle a toujours aimé lire, toujours aimé faire des trucs. Elle peut s'occuper toute seule, Mmh. et elle est assez autonome, tu vois? Il y a des moments où on aime bien se regrouper, se retrouver, faire des choses ensemble, mais on essayait, tu vois, genre de trouver toujours un ou plusieurs moments dans la semaine pour le faire, et après le OK. reste du temps, bah, on se mettait sur nos activités et on fait pas semblant, quoi, généralement quand on fait des Mmh. choses. Mais tu OK. aurais Ouais, mais du été coup, avec c'est bien, une du coup, dans ce fonctionnement-là, c'est bien de se dire: «Bah, OK, bah, ce créneau-là, on est ensemble et on est vraiment ensemble, quoi». ouais, exactement. Et comme ça, parce que si au final tu dis: «Bah, ce créneau-là, on est ensemble» et en fait, bah, tu à moitié là, c'est là que ça va pas. C'est que C'est ça. Bah, c'est d'autant plus vrai quand tu as des enfants, tu vois? Genre, mmh, mes enfants, j'essaie tant que possible, même si des fois je suis pas patient, c'est compliqué, tu vois? Hem, de profiter un maximum d'eux parce que le temps passe très vite, ouais. et moi, je suis super, privilégié, je m'en rends compte. Ça, c'est un truc que j'ai complètement zappé parce que c'est devenu normal pour moi de travailler à la maison. Mais Mmh. je sais que maintenant que j'échange avec beaucoup de gens sur mon accompagnement, bah, les gens veulent faire ce que moi je fais depuis 2017. C'est-à-dire, bah, travailler de la maison et voir leurs enfants grandir et profiter Ouais. d'eux, tu vois, genre entre midi et 2, ou pendant une pause, l'après-midi, plutôt que d'être à la machine à café à parler de trucs inutiles, au travail. Après, voilà, il y avait des moments où j'aimais bien parler avec mes collègues de travail, mais c'est pas avec eux que tu finis tes jours, quoi. Ouais. OK. Du coup, là, actuellement, donc là, tu es freelance pour un client Ouais, et déjà, est-ce que, tu du coup la mission, où tu es actuellement ouais. et actuellement, maintenant que tu as vu tout un panel de choses différentes, que tu as fait tout un tu as vu, tout un tas de missions, c'est
et que tu as tourné un peu le dev, en large et en travers, c'est quoi Ouais. que tu aimes le plus dans ton métier, en fait, de dev? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est créer des choses à partir de rien. Ça, je trouve OK. que c'est Ouais, un ça c'est métier top. incroyable pour ça. Il y a des Ouais. gens, tu vois, genre qui adorent, faire des choses. Je connais des menuisiers, enfin Mmh. des personnes qui travaillent le bois, et qui sont obligés d'attendre d'avoir certaines ressources Ouais. rares, les faire livrer et cetera. C'est dès qu'ils ont besoin de se projeter sur quelque chose, c'est de suite plus compliqué. Nous, quand on veut créer quelque chose, bah, enfin, à la limite, ça consomme un peu de CPU, de mémoire sur Ouais. ta machine ou alors, des ressources dans le cloud. Même s'il y a quand même quelque chose de physique derrière, ça reste quand même majoritairement virtuel. Donc ça, c'est le plus gros point. Pour ceux qui aiment bien bidouiller, faire des choses par eux-mêmes, être complètement autonome, c'est le métier, je pense, idéal. Mmh. Tu peux trouver 36 use cases et l'avantage second de ce métier, c'est que tu peux travailler pour n'importe quel type de métier. Tout le monde a Ouais. besoin Ah oui. Mmh. d'informatique aujourd'hui. Donc tu peux travailler pour des comptables, tu peux travailler pour, les hôpitaux, tu peux travailler sur du hardware, tu peux travailler sur il y a tellement de trucs, même dans les jeux vidéo, sur de la VR, sur de l'AR. Enfin, je trouve que c'est un métier qui est formidable pour ça parce qu'il t'offre énormément de possibilités et c'est souvent la même chose. En fait, c'est juste que tu transposes Mmh. le besoin différemment avec, des technos différentes, pas forcément tout le temps, mais voilà, construire de zéro et la liberté de pouvoir travailler où tu veux. Ah oui. Mmh. Troisième point, tu vois? Ça, même si je le mettrais peut-être en premier. Ouais, ouais, je crois que c'est un des meilleurs trucs. Le fait C'est de ça, dire que tu as juste besoin d'un ordi, après tu fais ce que tu veux. c'est Mais je exactement reviens ça. aussi sur ton point, que tu as dit, la création. Moi, j'ai voulu faire du dev le jour où j'ai vraiment compris qu'un mec qui pouvait coder et ben, en fait, il avait un énorme pouvoir, tu vois, dans ses mains parce que Ouais, du coup, dès que tu sais coder, tu peux faire ce que tu veux d'un ordi, quoi. Et tu peux, exactement. de toi, tu peux répondre à tous tes besoins, que tu as avec un Ouais, ordinateur, automatiser des trucs qui te font chier, heu, mais aller, faire des scripts qui t'aident à faire des choses et tout, et là genre, tu sais, les gens lambda, tu vois, ils savent pas faire ça et moi, c'est ça que je trouvais trop bien. c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais un peu ce fantasme-là tu sais, le développeur, c'est un mec qui a des super pouvoirs, il peut faire tout ce Ouais, qu'il veut, trucs super cool. C'est vrai que c'est quelque chose que tu perds forcément quand tu fais ce métier, ça te paraît tellement banal. ouais, Mais moi je me rappelle, hein, quand j'étais encore en études, ça a commencé un peu à s'estomper à partir de ce moment-là, mais avant même de commencer des études en développement, le développement c'est super vague, tu vois? C'est parce que c'est. Au début, tu penses que c'est juste de faire de l'HTML, tu vois? Et mmh, c'est très loin de ça au final. Et c'est super vague et ouais, bah, construire tout n'importe où, n'importe quand et pouvoir répliquer ce que tu as fait pour d'autres ouais. personnes en 2 clics. Tu vois? Genre juste, ça te laisse, imaginer ce que niveau business, l'informatique a amené, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, tiens, justement, en parlant de business, vu que toi, c'est quand même vu que tu es freelance et bah, le business, c'est quand même une grosse partie de ton métier, quoi, parce qu'au final, bah, tu pas juste Ouais, développeur, tu es entrepreneur en même temps. Et du ouais. coup, est-ce que dans la partie entrepreneuriale, la partie business justement, en termes, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes ou tu le fais parce qu'il faut le faire et parce que tu as voulu être indépendant et donc c'est venu avec, le fait de J'aimais pas devoir ça gérer pour les être clients et tout, ouais. En vrai, moi, avant, j'aimais pas ça, tu vois? J'ai appris à aimer ça. Le marketing, c'était quelque chose qui me rebutait et moi, j'ai toujours trouvé que c'était bullshit. Sauf que maintenant, je comprends que c'est c'est le nerf de la guerre, tu vois? Pour avoir fait plusieurs tests de start-up, pour avoir lancé plusieurs projets et là même, Coding Crew il y a 1 an et demi. Donc là, on voit que, bah, sur la partie sur laquelle on a struggle, en fait, c'est pas sur nos compétences et ce qu'on fait, c'est Ouais, vraiment sur la visibilité et le marketing. Et donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et le fait d'apprendre cette transverse-là me donne envie d'encore aller à une étape supérieure et de continuer à tryhard, à consommer des ressources. En fait, je pense que ce que je faisais dans le dev avant, c'est ce que je commence à faire dans le marketing, tu vois? OK. Aujourd'hui. Donc je serais complètement, pas honnête de te dire que c'est quelque chose qui m'intéresse pas aujourd'hui, tu vois? Ouais. Genre, le business et comment générer plus d'argent. C'est vrai que le market au début, en tant que dev, tu sais, tu te dis: «Bah, non, mon métier, c'est
de faire du code et Ouais. voilà, ou tout ce qui s'y apparente, quoi. Parfois, gérer projet, enfin voilà. Au final, tu te rends compte que, bah, si tu fais juste ça, bah, que dans le milieu des indépendants, entrepreneurs et tout, bah, en fait, en tant que dev, tu peux pas juste faire du dev et gérer ton produit parce que sinon, bah, en fait, ton truc, il va pas se vendre et il y aura personne dessus. Et C'est donc, ça. tu te rends compte au final que le marketing, et bah, c'est tout autant important que le dev. Et bah, comme toi, là, je suis en train de bouffer à mort du marketing en ce moment, parce que, c'est une compétence, ouais, que même en fait, même dans la vie de tous les jours, tu vois, le marketing en soi, on parle de Ouais. marketing, C'est sur pas les que réseaux, vendre mais des choses. le marketing, en vrai, ça concerne tout. Ça concerne ta prestance, ça C'est concerne ça. comment tu te présentes aux autres, ça concerne rien que de faire des posts sur les réseaux et tout, c'est du marketing pour toi-même, au final. Ouais, c'est ça. Et le marketing, en fait, tu le retrouves vraiment partout. Exactement. Mais c'est vraiment une compétence qui a été souvent sous-estimée et qui est toujours sous-estimée par les devs aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi, hein, par erreur. Maintenant que je reviens un peu en arrière, je vois les bienfaits d'être développeur et de développer cette compétence-là. Je pense que c'est Mmh. juste sous-coté. D'autant plus quand tu véhicules des messages que les gens aiment bien parce que tu essaies de rester authentique. Tu essaies Ouais. pas de jouer un personnage, tu es ton propre personnage. Et le fait de parler de ton expérience tout en marketant la chose correctement et en véhiculant des messages de qualité qui apportent de la valeur, c'est la meilleure recette aujourd'hui pour être successful, Ouais. que ça soit dans ton développement personnel ou lors du lancement de tes prochains business. Donc c'est pour ça que j'incite les gens à travailler ça et ne pas négliger cet aspect. Et c'est pour ça Mmh. aussi que je fais de l'accompagnement maintenant et que j'aide ces gens-là à faire autre chose que les erreurs que j'ai fait par le passé. Gagner du temps. Donc tu joues ce rôle de mentor, pour éviter, Ouais, c'est ça. Parce que quand tu dis freelance, c'est aussi être entrepreneur, en fait, je suis pas trop d'accord là-dessus. C'est OK. que pour moi, le freelance, à la base, comme tout le monde en parle en tant que dev, c'est du salariat déguisé mieux payé, en fait, parce que Ouais, d'accord. Mmh. tu déportes en fait les cotisations de ton côté. La boîte, elle a pas de cotise à payer, Mmh. donc elle te paye plus cher. Et toi, en fait, bah, tu cotises moins en étant Oui. indépendant, donc Mmh. forcément, tu as plus de REM. Et ça, en fait, c'est juste avoir déporté son confort dans je gagne plus d'argent, plus que dans je peux pas me faire virer. Ouais, mais du coup, tu as quand même cet aspect où tu dois gérer tes clients, quoi? Ouais, c'est pas forcément vrai parce que tu vois, genre quand tu es en auto-entreprise, il y a quasiment aucune gestion à faire. OK. C'est très simplifié, donc oui, peut-être que tu as 1 ou 2 voire 5 journées max dans ton année à gérer l'administratif et tout ça. Et si en plus tu as un profil qui est assez convoité et que tu as suffisamment de choses à montrer de par tes expériences passées, même sans avoir fait de portfolio ou quoi que ce soit, bah, les gens vont venir à toi et en Ah oui, fait, on bah, vient te chercher, ouais. Mmh. du coup, au final, t'as pas goûté la galère, quoi, la OK, S de ce d'accord. que c'est que d'arriver à court de thunes, de se dire que bah, si j'ai pas de mission, je peux pas manger. Donc c'est pour moi, pas tous les devs sont concernés par ça. Mmh. Donc OK, je vois ce dire que tu veux dire. que être freelance, c'est de l'entrepreneuriat, pour moi, vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment toute la partie transverse, quoi. C'est que tu gères ton business, peu Mmh. importe si Ouais, tu es ouais, dev ou OK. pas, hein, Mmh. tu délivres de la valeur à un client, mais tu es capable d'aller prospecter, tu es capable de montrer que tu es crédible, de gérer la partie administrative et tout ça de manière professionnelle et dans un laps de temps très court pour pas que le client il aille voir ailleurs. Et toute cette partie-là en freelance, je pense que vu que le marché était dans cette dynamique-là, les gens se sont dit qu'ils étaient auto-entrepreneurs ou en étant freelance, ils étaient entrepreneurs. OK. Mmh. Auto-entrepreneur n'est pas entrepreneur et freelance n'est pas entrepreneur. OK, d'accord. OK, Donc voilà. intéressant. Et Entrepreneur, du c'est ce coup que tu fais par exemple avec Sendshort. ouais, C'est ce que je fais OK. avec Coding Crew Ouais, ou mon accompagnement ou les autres startups que j'ai essayé de lancer. Mais le freelancing pour moi ne rentre pas vraiment dans cette case. OK. Et du coup là, c'est quoi ton plan, sur les 3 prochaines années? Comment tu te vois pour évoluer, toi, sur la suite? Alors, moi de mon côté, pour être tout à fait transparent, déjà je pense que je serai plus en France. OK. Donc comment je me vois? Moi, c'est je veux voyager, montrer vraiment beaucoup de choses à mes enfants, Mmh. offrir un cadre de vie vraiment exceptionnel à ma famille. Ça, c'est mon goal principal. Sécuriser,
financièrement leur avenir et ma retraite. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il faut faire plus de revenus et investir dans des placements pour se sécuriser, surtout d'autant plus aujourd'hui avec la conjoncture. Et ça, le problème, c'est que si tu penses que en restant toujours avec une seule source de revenus, tu peux te garantir une sécurité, je pense que c'est très compliqué, quoi. Ouais. Pour moi, Parce que tu c'est pareil que de se dire je vais miser tout sur le Bitcoin en espérant que le Bitcoin il ait une tendance qui soit bonne. En fait, tu mets ouais. ton seul œuf, tous tes œufs dans le même panier et ça peut se casser la gueule. Je dis pas que le Bitcoin c'est pas bien, moi je dis pas que c'est bien. Je travaille dans la crypto, mais le but c'est de diversifier. Donc moi, dans 3 ans, ce que j'espère, c'est de pouvoir travailler d'où je veux et notamment à l'étranger pour faire découvrir des choses à ma famille et avoir plusieurs sources de revenus différents. Donc, que ça soit avec mes cours en ligne, que ça soit avec mon accompagnement, que ça soit avec le freelancing, que j'ai envie de travailler avec des clients avec lesquels ça me fait délirer. Là, OK. typiquement, Mangrove, je kiffe ce que je fais, donc c'est parfait. Mais peut-être aller chercher d'autres topologies de contrats. Tu vois, c'est pas forcément faire je me vends à, tu vois, genre 600 ou 800 jours. Je vais dire, bah, je me vends à un tarif fixe, mais je prends un pourcentage OK. des Mmh. gains de la société. Tu vois, genre, plus jouer sur le résultat et la valeur que je peux apporter à la boîte. Bah, puis même toi, du coup, tu vas être plus te sentir plus investi aussi dans le projet, Exactement, c'est ça. ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant comme type de contrat. Parce que, OK, du coup, moi, je Ouais. pensais que ton but, c'était d'arrêter le freelance à terme. Bah, à terme, je pense que il y a de grandes chances que je l'arrête. OK. Mais Ouais. aujourd'hui, c'est mon pilier principal. Mmh. Je vais pas mentir là-dessus et dire que si j'arrête du jour au lendemain, ça me fera rien. Non, ça va me faire mal. Ouais. Mmh. Donc, le but, c'est de continuer à faire la diversification et faire des placements aussi, que ce soit en bourse, en crypto et d'avoir suffisamment un matelas confortable pour me dire, bah, l'activité freelance passe en arrière-plan. Je pense que j'aurais Ouais. toujours Mmh. envie de contribuer un petit peu, tu vois, genre en freelance. Même Et c'est si quoi je que tu préférais prépares, faire du ça coup, ouais, un jour à par semaine, quoi. côté à côté de tout ça, du coup, c'est quoi que tu mets en place pour essayer de diminuer justement cette activité de freelance? Tu parles d'accompagnement, tu parles de coding crew, Ouais. c'est quoi que tu mets du coup, Alors, moi, ce que je fais, c'est que je commence à changer un peu. On va parler un peu plus business, Ouais. dévoiler un peu plus ma strat et ce que je prévois de faire. De toute façon, Ah, il c'est n'y a rien de intéressant aussi secret. parce que du coup, au final, ça de base, tu vois, tu étais très dev et au final, on peut voir Ouais, que le dev, bah, ça amène à d'autres perspectives au fur et à mesure. Tu peux commencer en étant ouais, juste dev et au fur et à mesure, bah, au fur et à mesure que tu prends en compétences et bah, te diriger vers d'autres milieux qui sont, étroitement ouais. liés, mais qui t'ouvrent d'autres perspectives, derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a 36 manières d'arriver à un même résultat ou, enfin, à partir Ouais, ouais. d'un même endroit, tu peux arriver à 36 endroits différents aussi. Moi, je le vois maintenant que j'ai fait plus de 50 calls là, en 2 semaines avec des devs. Donc là, j'ai book énormément de calls. C'est super enrichissant parce que tu vois des gens qui ont des fois plus d'expérience que toi, Mmh. mais qui vont pêcher sur la partie crédibilité, Ah oui. visibilité Mmh. parce qu'ils l'ont jamais travaillé, mais c'est des brutes. Ouais. Et inversement, des gens qui ont pas beaucoup d'XP, mais qui ont déjà réussi à faire du business, mais qui veulent renforcer leur crédibilité sur le marché, tu vois. OK. Et, et donc en fait, il y a pas une règle unique. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, si tu es dev et que tu en as marre en fait de faire toujours la même chose, donc moi ça faisait 13 ans que je faisais du dev et 10 ans en freelance, il y a un moment donné où tu arrives à un plafond de verre. Ouais. Et comme tu es dans une dynamique de à la base je me mets en freelance pour avoir plus de liberté, plus de revenus, mais que tu vois que tu arrives à un moment donné où tu n'arrives pas à faire plus de revenus parce que ton tarif, il arrive à un plafond de verre. Donc je sais Ouais. qu'il n'est pas encore à un plafond de verre, mon tarif, mais j'en suis pas très loin. Donc l'idée c'est de te dire, est-ce que j'ai envie de continuer toujours à échanger mon temps contre de l'argent? Parce que ton temps, il scale pas. Ce qui peut scale, c'est le fait de déléguer, de créer des systèmes que tu vends et que tu peux répliquer. Et donc ça de plusieurs manières. Et un moyen de scale, c'est ton tarif. Sauf que quand tu es en freelance, et notamment en régie, ton tarif, est vraiment lié au temps que tu passes. Ouais. Mmh. Ton tarif, c'est 8 heures de boulot dans la journée ou 7 heures. Mais tu peux pas dire, mon tarif, c'est 1 heure.
Tu peux, mais genre, ton tarif de 800 jours, par exemple, si tu dis que c'est 1 heure, le client, il va Ça jeter peut par être la fenêtre. 800 heures, ouais. Voilà. Ouais. Donc en fait, trouver un moyen d'apporter de la valeur à des gens, mais de manière réplicable pour que ça soit pas une seule personne qui va porter la lourde charge de te rémunérer à hauteur de ce que tu veux, mais que ce soit plusieurs personnes Ouais. Mmh. qui vont payer tes services. Et donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, dans l'accompagnement que je veux faire, je fais, ce qu'on appelle du high ticket. Donc c'est que tu vas apporter suffisamment de valeur à la personne pour qu'elle retrouve un retour sur investissement sur la mise de départ. OK. Donc ça, effectivement, c'est pas magique. Tu peux pas proposer un accompagnement à étiquette à n'importe qui. Il faut identifier que la personne, bah, elle ait le profil pour réussir et qu'elle ait suffisamment la niaque pour y arriver. Parce que du coup, tu Parce que, accompagnes sur quoi, ces alors, personnes-là? en gros, moi, enfin, si je veux être tout à fait transparent, j'accompagne les gens sur bah, identification de niche, sur comment se positionner, comment négocier avec des clients, comment trouver des missions, comment prospecter, euh, des techniques toutes bêtes de juste comment augmenter ses tarifs aussi pour avoir plus de revenus. Pour les freelances, Euh, ouais, c'est ça? ouais, pour les freelances, Ouais. comment faire plus de visibilité et attirer les gens sur le court, moyen terme, moyen long Mmh. terme. Donc en fait, tu as différentes strates. Moi, dans mon accompagnement, c'est j'accompagne les gens qui font déjà un peu de revenus en tant que freelance à trouver d'autres clients ou augmenter leurs revenus et trouver des manières de diversifier leurs revenus pour dépasser un certain seuil en un laps de temps qui est assez court. Et donc l'idée, et c'est là où en fait que je propose un remboursement si les méthodes que je leur dis d'appliquer ne fonctionnent pas, c'est Mmh. que pour que moi je prenne la responsabilité et le risque de mon côté. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Euh, donc l'idée, c'est de proposer suffisamment de valeur aux gens pour qu'ils soient persuadés et qu'ils soient convaincus qu'il n'y a que toi ou t'es la personne pour résoudre leurs problèmes. Donc, plutôt que de faire la technique du je vais essayer de forcer les gens à acheter mon produit et faire le gros forcing bien relou en appel, plutôt que de faire ça, bah, réponds à leurs problématiques et à leurs questions et eux-mêmes seront convaincus que c'est toi la personne qu'il leur faut. Mmh. Euh, et là, ils sauront très bien que bah, payer une certaine somme pour un accompagnement de 3 mois avec une personne au téléphone, des systèmes, des contrats, des choses clés en main qui permettent juste de poser son cerveau et d'exécuter pour arriver à des résultats, ça vaut le coup. C'est pour ça Ouais. que OK. des gens vont payer des coachs sportifs, par exemple, une certaine somme. Oui, parce que C'est tu pas es en parce mode autopilote Ouais, c'est et ça. tu rien à faire, tu suis le plan et basta, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des gens pour qui c'est pas fait. Il y a des gens pour qui ça ne matchera pas parce que il y a des gens qui veulent toujours tout faire tout seul et rien dépenser. Mais le truc avec ça, c'est que tu vas quand même en pâtir sur ton temps. Mmh. C'est du temps en fait que tu achètes quand tu fais de Bah, dans tous l'accompagnement, les cas, tu c'est aspires le cerveau. en vrai, même quand en vrai, c'est pareil dans tous les domaines. Soit tu passes du temps à même pour apprendre le dev, tu vois? Soit tu passes du temps à essayer de chercher les bons tutos sur YouTube, à faire les liens entre tout ça, soit tu achètes une formation et tu tout qui est mis à la chaîne et Exactement. voilà, ça va plus vite, quoi. Ouais, mais en C'est fait, toujours cette question de temps, passé par rapport aux résultats que tu vas avoir, quoi. c'est là où il y a la nuance, c'est que tu as différents moyens d'apprendre, ou enfin d'acheter du contenu en fait. Donc il y a différents modèles. Donc il y a le do it yourself. Donc en fait, c'est que tu donnes tout ce qu'il faut pour que la personne, elle le fasse par elle-même. Ouais. Donc c'est comme si Mmh. tu lui envoyais le meuble Ikea, mais tout Ouais. démonté avec la notice, quoi. Ça, c'est du do it yourself. Ouais. Donc on t'a mis la notice, donc c'est ta formation et c'est à toi de te démerder. Tu as le done with you. Tu as un mec qui va t'aider à monter ton meuble, mais ça coûte plus cher. Parce que Mmh. ça, tu peux pas le scaler de la même manière que juste envoyer un meuble et une notice. Ouais. Mmh. Tu as quand même une personne qui est derrière toi pour faire ça. Et il y a le done for you, c'est genre encore le tarif au-dessus, mais ça, ton client, le jour où tu arrêtes de faire pour lui, il sait pas faire. Ouais. Donc, ok, le gars, il est content, il a son meuble qui est fait, mais le jour où il y a plus personne qui veut travailler pour lui, ou il y a personne de dispo, bah son meuble, il le montrera pas, quoi. C'est exactement ça. Et Ouais, là, pas en mal, pas fait, mal. ce qu'on fait avec Coding Crew, typiquement, c'est du do it yourself. On les Ouais. accompagne un peu, mais il n'y a pas d'accompagnement aujourd'hui qui existe derrière Coding Crew pour apprendre les gens à faire du React ou faire de l'audit, etc. Nous, on leur donne un cours qui est assez conséquent avec des workshops, des TP, donc tout ce qu'il faut pour qu'ils apprennent par eux-mêmes, mais on ne sera pas là à leur tenir la main.
Ouais. Moi, à l'inverse, avec ce programme d'accompagnement, et c'est pour ça que ça vaut aussi plus cher, c'est que j'y consacre, moi, mon expertise et mon temps pour chacune des Mmh. personnes. OK. Ça veut dire que je peux pas en prendre 36 non plus, tu vois? OK. Ça Ouais, peut se normal. scale à un moment donné, et ça sera les prochaines étapes si, Mmh. ça marche beaucoup mieux que prévu, et plus vite. Bah, dans ce cas-là, je pourrais prendre des gens qui vont, interagir sur les réseaux à ma place, parce que là, aujourd'hui, c'est moi qui le fais. Des gens qui vont prendre des calls à ma place, et moi, je me Ouais. concentrerai que sur délivrer de la valeur sur YouTube, délivrer de la valeur sur LinkedIn et délivrer de la valeur sur l'espace privé des gens qui seront accompagnés et dans l'école, one to one. OK. C'est ça. Voilà la strat. Non, bah, OK, très bonne stratégie parce que du coup, ça te permet de t'ouvrir sur d'autres choses et comme tu as dit, de pas avoir tous tes œufs dans le même panier avec le freelance et tes clients, quoi. Ouais, c'est ça. Et de te et dans le sens où même si, bah, du coup, tu es à court de mission un jour, bah, tu as quand même ça à côté et tu es pas dans le stress de: «Faut vite retrouver une mission». Ouais, c'est ça. Après, rien ne me dit que, tu vois, genre là, au vu en plus des appels que j'ai eus, j'en ai quand même pas mal. Je me dis en fait que j'ai peut-être sous-estimé le fait que j'ai quand même une crédibilité et un Ouais. vécu qui Mmh. fait que ça intéresse beaucoup de gens. Ouais. Ça, tu peux jamais le savoir tant que t'as pas testé. Et tu vois, genre là, ça fait 2 semaines, sauf que j'étais en mode, avec les freins, les 2 pieds sur le frein, parce que ma femme était en Guadeloupe, donc OK. à gérer les enfants plus mon client en 4/5e, donc j'avais plus de soirées, plus de enfin même des nocturnes où j'ai passé sur ça. Mais là, je me suis rendu compte en fait que quand tu dis que tu as de la dispo pour faire des calls et que dans l'instant T, tu as une dizaine de personnes qui ont booké un call pour t'avoir, tu te dis: «OK, il y a effectivement un peu de douleur quoi dans le Mmh. milieu auquel je peux répondre», et donc ouais, peut-être que ça sera mon activité après, à temps plein, tu vois? J'en sais Ouais, rien. ouais. OK. Bon, bah, je te le souhaite. Ouais, je te Je te remercie. le Je souhaite. te remercie. On va passer sur 3 petits conseils que tu pourrais donner. Déjà, premier Mmh. conseil, tu dirais quoi à un junior qui veut se lancer en freelance? Qu'est-ce qu'il peut faire quelle stratégie, genre, il peut appliquer pour, trouver son premier client? OK. Alors, pour un junior, et c'est toujours délicat parce que les juniors, c'est en plus Ça veut tout et c'est rien y a dire, ouais, junior, parce ouais, qu'il c'est y ça. a la disparité est énorme, quoi, entre, Ouais, parce que tu peux avoir un mec qui est junior, mais qui a déjà 10 ans de dev, dans ses pattes parce qu'il code depuis ses 10 ans et tu peux avoir le ouais, junior qui c'est a juste ça. fait un bootcamp et ouais, Mais c'est vrai. même, tu des gens qui ont fait autre chose avant, mais qui peut Ouais, leur servir aussi c'est sur vrai. leur activité, donc en fait, j'en ai vu, mais des reconversions et des trucs, complètement improbables et des profils incroyables, j'en ai vu, énormément. Donc en fait, c'est très dur de répondre de manière générique à Ouais, cette c'est vrai. question. Le truc que moi je conseille, si on parle de la masse, parce qu'effectivement, tu as toujours des gens qui sortent du Ouais. lot Mmh. et tu peux pas avoir cette réponse-là pour tout le monde. Heu, Moi, mon conseil, c'est d'essayer de trouver un CDI dans un premier temps, OK. ou de continuer enfin, toujours chercher des missions en freelance en parallèle, mais pas se dire: «C'est parce que maintenant je fais du dev aujourd'hui et que je me lance que je vais forcément trouver». OK. Faut Pour trouver en tant que junior, il y a énormément d'efforts à faire pour sortir du lot et rassurer les clients. En France, on est un peu aussi dans ce mood où on attend que les gens, ils aient vraiment un bout de papier pour pouvoir signer quelque chose, Mmh. sinon on fait rien, et on veut absolument aussi que la personne elle ait 10 ans d'XP, alors qu'en fait, le gars, on le fait venir en entretien, c'est un junior, on sait que c'est un junior, mais on lui dit: «Il faut qu'il ait de l'XP, quoi», Ouais. et ça malheureusement, j'en ai vu plein qui galèrent à décrocher des missions ou même à décrocher des entretiens. Donc moi, ce que je conseille, c'est montrer le plus de choses que vous pouvez. Toi, au final, tu as un profil qui est quand même junior, mais tu as réussi à faire ton trou, et là, tu es rentré dans la brèche de par Short parce que ça fonctionne. Je peux te dire que toi, tu auras aucune galère à retrouver du boulot après si tu arrêtes Short, tu vois? Parce que ta valeur perçue est nettement supérieure Mmh. à ce que renvoie l'alternant Romain qu'on ne connaîtrait pas sur les réseaux. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, ouais. Aujourd'hui, juste parce que tu as fait des efforts sur les réseaux et que tu as construit un produit, que tu as fait du billing public et qu'en plus ce Oui. produit il a marché. Ce qu'il Et faut se puis dire, qu'on c'est que voit c'est pas parce que et du coup, on voit directement ce que je sais faire, quoi. ouais, c'est ça. Pas besoin de Et faut se dire que c'est pas parce que ton produit il marche pas que
que ça peut pas te servir. Ah ouais, Et ça, c'est clairement. une grosse erreur. Les gens me disent, à partir de quel moment, ça c'est la question que j'ai souvent, à partir de quel moment je peux me montrer ce que j'ai fait? Ah bah, je dis, bah, déjà la question, elle est pas bonne. C'est tout de suite, quoi. Genre, même quand Ouais. tu veux te lancer dans une aventure entrepreneuriale ou dans un projet, fais-le comme si c'était ton business, tu vois. Mmh. Et dis-toi, bah, je parle de l'intention de le faire, je parle de comment je vais le faire, je parle de comment je le fais, et je montre à quoi ça ressemble. Et en fait, si tu te poses toujours ces questions-là à chaque fois, tu as de quoi faire suffisamment de visibilité pour montrer que tu es déjà un gars qui est dans le top 1%, parce que, comme d'habitude, je dis, il y a 1% de créateurs sur LinkedIn uniquement, 1% de gens qui postent, le reste c'est 99% de gens qui consomment. Mmh. Donc, dans les juniors, n'en parlons pas, je pense qu'on n'est même pas dans les 1%, on est encore en dessous. Donc si tu fais déjà cet effort-là, déjà tu es au-dessus, de Ouais. base. Donc forcément, tu vas augmenter tes chances pour choper des entretiens. C'est pas qu'aujourd'hui c'est impossible de trouver en tant que junior, ça serait mentir de te dire ça. C'est juste qu'il y a tellement de juniors aujourd'hui par rapport au nombre de demandes sur le marché par des entreprises qu'il te faut trouver des shortcuts. Ouais, c'est ça. Et surtout que moi, ce que je conseille aux gens à chaque fois, c'est que de faire en sorte que même si, tu vois, ils font un projet, tu sais, même si c'est pour le kiff, d'essayer de faire en sorte, même si l'idée, c'est pas de faire du business avec ou quoi, Ouais, l'idée, c'est de quand même essayer de ramener des utilisateurs dessus pour dire, bah voilà, moi j'ai pu, et parce que, en fait, sinon tu pourras pas savoir ce qu'il faut améliorer sur ton produit ou quoi, et rien que de fait exactement. d'avoir même 3 4 users, on s'en fout. Mais c'est juste que, comme ça, tu peux dire, bah voilà, j'ai eu un peu d'utilisateurs, ils ont fait ça, Ouais, ils m'ont refait ces feedbacks. Et du coup, en entretien, parce que du coup sur le Discord, il y a pas mal de gens qui ont créé des trucs. Ils me disent à chaque fois en entretien, dès que je dis que j'ai fait des projets perso, et ben l'entretien il vire complètement là-dessus. Et en fait, on parle plus du tout du reste, on parle que de mes projets et les questions elles sont que là-dessus. Et donc ouais. dès que les gens ils ont un projet, bah, les recruteurs ils s'intéressent énormément là-dessus. Et toi du coup bah c'est hyper simple de parler dessus parce que tu connais forcément ce que tu as fait quoi. Donc Ouais, bah, clairement, tu as soulevé une bonne question parce que moi, j'ai été des deux côtés, hein. J'ai fait pas mal d'entretiens pendant toutes ces années pour recruter des devs dans mes équipes ou pour mes projets aussi, parce que j'ai eu des mmh, projets où j'ai recruté des devs. Euh, En vrai, quand tu as un junior en face de toi, mis à part parler de ses études ou de sa passion, ouais. enfin, genre, enfin, tu t'as plus grand chose à dire, tu vois. Donc c'est pour ça que dès que la personne elle dit qu'elle fait des projets perso, de suite ça dérive dessus, c'est normal. Mmh, Et si, même si t'as pas d'utilisateur, en fait, que tu as réussi à répliquer quelque chose qui existe, il faut pas rentrer dans des trucs genre effet tunnel où je travaille pendant 6 mois sur un projet que je ouais. montre pas, tu sais, genre dans les abysses. Ça, ça sert à rien. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est tu te calques sur un modèle court que tu peux itérer en moins d'un mois, 2 semaines, sur lequel tu fais du bidding public, tu crées du contenu, et ça va automatiquement attirer bah, des utilisateurs, des gens curieux, des bons feedbacks et potentiellement une grosse crédibilité le jour où tu arrives en entretien, parce que quand le Mmh, gars il va regarder ton profil LinkedIn, il va se dire ah, putain le gars il est actif. Et quand tu vas parler de ton projet, bah, il va voir que bah, tu as un mec qui est déter. Et donc du coup il préfère avoir un mec qui s'est déjà cassé les dents par lui-même sans qu'on lui ait dit de le faire, qu'un mec qui est complètement passif. ouais, c'est ça, complètement. Et du coup, en rapport avec ça, est-ce que tu penses que tout le monde devrait apprendre à faire du marketing? Oui. On a parlé un peu tout à l'heure, mais En fait, tout le monde, non. Mais si tu veux être indé ouais, et en fait vivre que de tes revenus, même si tu as toujours des gens qui te donnent de l'argent, donc c'est pas forcément que tes revenus, mais ouais, ouais, dans mmh, l'idée, générer tes propres revenus par toi-même, bah, c'est quand même ouais, un truc. Enfin, j'aurais dû m'y pencher bien plus tôt, tu vois. ouais, OK. Et pour toi, c'est quoi la compétence non technique la plus importante que quelqu'un doit avoir, peu importe le domaine? La communication. Communication, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est Parce un mec qui parle que pas ou qui parle mal, ouais, direct c'est un ça fait, se hein. voit et ça en fait, même C'est un si le fait. gars, il est super bon et bah, ça va mettre un mauvais a priori, sur la personne alors que. Ouais, ouais, non mais Et au j'en ai eu contraire, plein. il y a des fraudes qui peuvent très bien se vendre, juste parce qu'elles parlent bien et qu'elles arrivent à embobiner les gens, quoi. Ouais, ouais, mais en fait, tu peux toujours avoir, tu de tout en fait. Mais le fait de communiquer, ça va instaurer la confiance entre toi et ton client et montrer que tu es quelqu'un qui est professionnel. Tu Mmh. sais que mets-toi à la place du client. Tu donnes. Le gars, il en a chié à monter son business, tu vois?
c'est pas facile. Il faut arrêter de croire que Ouais. c'est facile, les gars. Vous voyez des Marc Lou ou des Romain Cerezo là, qui font des SaaS qui marchent. Donc, il faut se dire qu'il y a quand même une boîte sur 10 qui fonctionne quand même. Donc déjà, quand tu fais ça, t'es déjà dans le haut du panier. Il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est que un freelance ou un salarié, c'est pas tout le monde peut se permettre d'en avoir. Donc, quand un patron ou un client va te donner cet argent, ça représente plusieurs centaines d'euros par jour. Et si le gars, tu lui donnes de l'argent que tu le connais pas, déjà t'es un peu en train de serrer les fesses, parce que si ton budget il est pas illimité, bah tu penses quand même à ça. Donc le Ouais. gars il doit pas dormir sur ses deux oreilles, tu vois, si c'est une startup. Moi je connais des gens qui se sont endettés personnellement pour monter leur startup et qui payaient des freelances à des tarifs parce que les mecs faisaient la princesse, oui, 50 euros par jour en plus. Bon, ouais, le gars il est obligé parce qu'il a besoin du dev, tu vois. Ouais. Mais le gars, tu sais, il y a une petite trace au fond du caleçon parce que il sait que si Ouais, son si l'autre projet il il faut marche pas, rien. les 50 euros par jour, c'est lui qui les paye quand la boîte elle a coulé, quoi. Donc, Ouais. mettez-vous à la place d'un gars comme ça qui en a chié à faire un business. Donc, c'est pas le cas de tout le monde, mais la majorité c'est ça. Quand on vous donne plusieurs centaines d'euros par jour, ne faites pas les morts ou les silencieux, silence radio, quoi. C'est infernal. C'est infect. Moi, j'ai travaillé avec des mecs, j'étais là, mais le client, il me dit, tu sais où il en est, machin. Et je me suis dit, mais pourquoi tu me poses la question à moi, tu vois? Parce qu'il me répond pas. Bah écoute, je vais aller le voir, tu vois. Et les gars, en fait, ils étaient dans la piscine, quoi. Genre, ils foutaient rien. Ah, il faisait rien. Ah merde, ok, moi je Ouais, il y pensais en il a eu bossait, qui. mais juste Non, le en gars il fait, avait pas le Teams d'ouvert, En tu fait, vois. il y en a, enfin, j'en ai eu plein. Il y a eu le gars en Caldé, je pense qu'il joue à Guitar Voilà. Hero dans sa chambre. Il y a eu le gars qui passe son temps avec sa copine à se balader pour aller voir la Tour Eiffel. Ah ouais, là c'est chaud là. Et le gars qui travaille vraiment, mais le mec il est dans sa bulle, tu vois. Ah Et ouais, ouais. il a déconnecté tous les trucs. Ah ouais, mais j'ai besoin d'être concentré, machin. Mais ok, mais là ça fait genre 2 semaines qu'on n'a pas de nouvelles de toi, tu vois. Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, le gars, tous les jours, il jette un billet par la fenêtre et il se dit, moi, je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Ouais, Voilà. là c'est spécial. Non, mais enfin, je te dis, je pense que on en rigole là, mais c'est un vrai problème. Ouais, ouais. Ouais, Dans je toutes les comprends boîtes bien, où je ouais. suis allé, il y en a toujours au moins un ou deux qui est comme ça, quoi. C'est une dinguerie. Oh, punaise. Et quand ton client il est OK. gentil, il ose pas te virer, bah, tant mieux. Ouais. Mais il y a de tout, hein. Donc c'est pour ça, les gars. Et il y a eu tellement de fraude, de gens qui se sont dit, allez, je me lance en freelance, c'est bon, allez, je me fais un petit 10K. Les gars, ils arrivent à faire 10K dans le mois, ils sont contents. Mais après, ils font plus rien, ils se font virer. Mais le client, il n'a pas envie de repartir Ouais, avec des c'est vrai, freelances. ouais. Tiens. Mmh. C'est pour ça que si tu fais directement bonne impression, bah, tu as d'autant plus de chances que par la suite ça se répercute, bien et qu'on te recommande à que ton client, eh ben, il te recommande à d'autres personnes. Parce que en fait, il y a tellement de branleurs et de mecs, qui Oh font, bah, du travail mal fait, que si toi juste tu fais correctement ton travail et que tu exactement. tu fais ça bien, bah, directement, tu déjà dans le haut du panier, quoi. Ouais, mais et en fait, je pense que, enfin, je devrais pas le dire, mais la majorité des gens qui sont lancés en freelance se sont lancés en freelance pour la mauvaise raison. Mmh. Et je pense que le freelancing n'est pas fait pour autant de personnes, Ouais, clairement. OK. Voilà, j'ai lancé ça. Bon. C'est Bon, bah, fait. écoute, merci Johan. Où est-ce qu'on peut te où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Johan Leroc sur LinkedIn, donc je fais des posts sur Je freelancing, le mettrai dev, dans la description. ouais, React. Et vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, @Johan, Johan, code attaché. Et voilà. Très bien. Et donc, plus en plus de contenu à venir, des podcasts, des techniques pour augmenter la crédibilité de vos profils, trouver des missions et sur le dev. Vous pouvez retrouver le podcast inverse où je suis Ouais, voilà. interrogé Bah sur là, on sa a fait chaîne. un back-to-back là. On a fait voilà, c'est ça. Bah, écoute, merci, c'était super cool. Trop cool, Bah, de d'avoir, rien. ton histoire à toi Merci à et j'espère toi. que ça pourra inspirer des gens à voilà, à les aider à trouver leur voie. Ouais, carrément. Bah, j'espère que ça aura apporté assez de lumière.
et voilà, ne pas voir forcément, que l'image idéale de la personne, tu vois? Alors on voit souvent le résultat final de la personne, pas son Ouais. parcours. Mmh. Donc arrêter de croire que les gens sont parfaits, quand ils ont, beaucoup de visibilité et cetera. En fait, on est tous passés au même endroit, hein. On vient tous du même endroit. C'est ça. Écoute, merci à toi. On se dit à la Yes, bah, prochaine. bonne soirée, merci, pour l'invite. Ouais. Ciao. Salut.